Le soleil déclinant traversait les vitres poussiéreuses de l'atelier, dessinant des lignes dorées dans la brume sèche des produits chimiques. L'air y était saturé d'odeurs d'argent et de collodion, un parfum métallique et doux à la fois, celui du temps figé dans le verre. Étienne Vallon travaillait là, seul depuis l'aube. Ce jour-là, il venait d'achever le portrait d'une famille aisée. Des gens de passage venaient immortaliser leur bonheur. Les enfants, à peine immobiles, avaient gardé sur leur visage cette tension qu'impose la pause longue. La mère, engoncée dans sa robe de soie, regardait droit devant, le regard absent, et le père s'efforçait d'afficher cette autorité tranquille propre aux bourgeois de province. Étienne plongea la plaque encore humide dans le bain révélateur. Le liquide frémit, laiteux, et lentement les visages émergèrent comme des souvenirs ramenés du brouillard. Ce moment, il ne s'en lassait jamais. Il aimait cette impression d'assister à la naissance d'un instant volé, à la matérialisation d'une trace qui ne devrait pas exister. Mais ce soir-là, quelque chose troubla son regard. Sur le bord gauche de la plaque, une forme se dessinait, à peine perceptible d'abord, puis de plus en plus nette. Une silhouette, celle d'un homme. Il se redressa, incrédule. Personne ne se trouvait là pendant la pause. Aucun mouvement n'avait perturbé la scène. Et pourtant, sur l'image, cet inconnu apparaissait distinctement, comme s'il avait toujours été là. Étienne observa longtemps la plaque sous la lumière rouge. L'homme semblait grand, vêtu d'un manteau sombre, le visage à demi tourné vers la famille. Rien ne permettait de l'identifier. Il vérifia le décor, l'arrière-plan, les miroirs, les ombres. Tout paraissait en ordre. Il tenta d'écarter l'idée, mais son esprit s'y agrippa. La silhouette devint obsession. Il passa la soirée à chercher une explication rationnelle, un reflet, une double exposition, une rémanence de plaques. Rien n'y faisait. L'image restait stable, immuable. Le lendemain, au lieu de reprendre ses séances, il fouilla ses archives. Il ressortit de vieilles boîtes, souffla la poussière des plaques anciennes en cherchant d'autres anomalies. C'est là qu'il découvrit un portrait daté de 1908. Même composition banale, même décor de studio. Mais dans l'ombre du rideau, il distingua la même silhouette. Identique. Le même manteau, la même posture légèrement inclinée, le même visage indistinct. 4 années séparaient les deux clichés, deux familles différentes, mais l'intrus était le même. Étienne sentit quelque chose se fissurer en lui. Une logique invisible reliait ces images, comme un fil qu'il venait d'effleurer du bout des doigts. Il resta des heures penché sur les plaques, cherchant d'autres présences, d'autres indices. 3 autres portraits portaient la marque de cet homme. Toujours dans un coin, toujours observant la scène. Jamais au centre, jamais visible à première vue. À mesure qu'il découvrait ses preuves, la fascination grandissait. Ses gestes devenaient mécaniques. Il oubliait de manger, de dormir. La nuit, il rallumait la lampe rouge, scrutait les visages figés sur le verre. Plus il les observait, plus il avait l'impression que les regards lui répondaient. Et toujours, dans un angle, l'homme au manteau semblait se tenir un peu plus proche, comme s'il avançait, lentement, à travers les décennies. L'hiver approchait. Le froid s'infiltrait dans les murs de pierre et l'humidité accentuait cette odeur de chimie persistante. Étienne, seul dans son atelier, se mit à tenir un carnet. Il y notait chaque détail, chaque hypothèse. Il écrivit que la silhouette apparaissait depuis au moins 10 ans, peut-être plus. Qu'elle semblait inchangée, comme étrangère au temps. Il essaya d'en parler à d'autres photographes, mais on se moqua de lui. On évoqua des erreurs de développement, des fantômes d'exposition. On rit de sa crédulité. Pourtant, les faits demeuraient. Les plaques parlaient d'elles-mêmes. Étienne commença à perdre le sens du réel. Les visages des clients se confondaient, et partout il croyait voir cet homme à la périphérie de son regard. Parfois, dans les vitrines, dans les reflets des vitres, il croyait apercevoir sa silhouette. Le sommeil lui échappa. Un matin de novembre, il développa une série de portraits pour un officier en partance. Quand l'image se révéla, l'homme au manteau se tenait derrière le militaire, la main posée sur son épaule. Étienne sentit un frisson glacé le parcourir. Quelques semaines plus tard, il lut dans le journal que l'officier avait été tué au front. Il revit la photo. Le soldat y avait ce regard absent des morts. À partir de ce jour, l'atelier devint un lieu de silence. Lucille, son épouse, tenta d'intervenir, de l'arracher à son délire. Mais Étienne n'entendait plus rien. Il vivait entre les ombres et la lumière, traquant ce visage impossible. Il se mit à relire d'anciens manuels, à rechercher les premiers traités sur la photographie. Il apprit l'existence d'un certain Alaric Dorn, photographe du milieu du XIe siècle, disparu mystérieusement après avoir annoncé qu'il pouvait fixer non seulement l'image, mais l'âme.
Étienne lut tout ce qu'il trouva sur lui, articles, témoignages, fragments d'archives. Certains disaient qu'il était devenu fou, d'autres qu'il avait franchi une frontière que nul ne devait franchir. Il décida de le retrouver. En janvier 1912, il prit le train pour Paris. La ville était recouverte d'une brume froide. Dans les archives nationales, il découvrit un dossier jauni portant le nom d'Alaric Dorn. À l'intérieur, quelques notes techniques, un brevet inachevé et un article relatant sa disparition pendant la Commune. On y racontait qu'il avait mis au point un procédé capable de capter la persistance lumineuse des êtres, un concept absurde aux yeux des scientifiques de l'époque. Mais Étienne sentit dans ces mots la confirmation de ce qu'il pressentait. Il chercha l'ancien atelier de Dorn, rue Popincourt. Le bâtiment n'existait plus, remplacé par un terrain vague. Un ouvrier du quartier lui raconta que la maison avait brûlé, qu'on y entendait parfois, la nuit, des voix étouffées dans la terre. Étienne s'y rendit. Il escalada la grille et descendit dans les ruines. Sous une trappe effondrée, il trouva une cave envahie d'humidité. Des bocaux fêlés, des plaques de verre, des résidus d'argent et de mercure jonchaient le sol. Il en prit une au hasard, l'essuya et la plaça face à sa lampe. Le visage qu'il vit n'était pas celui d'un inconnu. C'était le sien. Il lâcha la plaque, effrayé. L'image l'avait devancé. Quand il revint à Saint-Omer, il ferma définitivement son atelier au public. Lucille partit chez sa sœur, terrifiée par ce qu'il devenait. Étienne transforma la cave en laboratoire. Il expérimenta, cherchant à comprendre le secret de Dorn. Il écrivait que la lumière n'était pas un simple outil, mais une porte entre les mondes. Chaque cliché ouvrait un passage, chaque image devenait un seuil. Les nuits suivantes, les voisins entendirent sa voix résonner à travers les murs. Parfois, des éclats de lumière rouge filtraient par les soupiraux. L'odeur d'acide brûlait l'air du quartier. Étienne semblait parler à quelqu'un, répondant à une présence que nul autre ne voyait. Un soir, il installa son appareil face à un miroir. Il plaça une plaque vierge et ouvrit l'obturateur. Quand il développa l'image, deux silhouettes y apparurent. La sienne et derrière, la figure d'Alaric Dorn. Le miroir vibra, la surface sembla se plisser comme une eau sombre. Étienne sentit un souffle glacé lui effleurer le visage. Il voulut reculer, mais la lumière se contracta, avalant son reflet. Le lendemain, la lampe rouge brûlait encore dans l'atelier. On retrouva la pièce vide, la plaque encore humide, et sur l'image, un homme au manteau sombre observant l'objectif. Étienne Vallon avait disparu. La lampe rouge de l'atelier brûla encore plusieurs nuits après la disparition d'Étienne Vallon. À travers les volets clos, la lumière semblait palpiter comme un cœur. L'odeur d'acide, lourde et sucrée, s'échappait jusque dans la rue. Les voisins chuchotaient que le photographe travaillait toujours, qu'il s'était enfermé pour de bon dans ses images. Ce n'est qu'après 3 semaines qu'un facteur, inquiet de ne plus recevoir les paiements habituels, prévint la police. Le matin où les agents forcèrent la porte, un vent glacé s'engouffra dans la pièce. L'air y était immobile, saturé de produits évaporés. Le silence régnait comme dans un tombeau. Tout était resté à sa place. Les plaques de verre empilées, les carnets ouverts, la chambre photographique pointée vers le mur. Sur la table, une plaque humide séchait lentement. L'un des hommes la souleva, la tourna vers la lumière. On y voyait l'atelier, exactement tel qu'il se tenait, mais dans un angle, à peine discernable, un homme en manteau sombre fixait l'objectif. On chercha Étienne Vallon pendant des semaines. Aucun corps, aucune trace. Sa femme, revenue précipitamment de la campagne, retrouva la maison comme figée dans le moment de sa disparition. Les draps sentaient encore les vapeurs chimiques, les fenêtres étaient couvertes d'une fine poussière argentée. Elle reconnut les carnets de son mari, lut les dernières lignes. La lumière est un passage, celui qui la traverse ne revient jamais. On conclut à la folie. On ferma l'atelier. Le bâtiment resta vide plusieurs années, abandonné au vent et à la rouille. Pourtant, chaque hiver, certains juraient apercevoir, derrière les vitres murées, une faible lueur rouge, comme un signal venu d'un autre temps. Les enfants du quartier en faisaient un jeu. Ils venaient, la nuit, frapper à la porte et fuyaient en riant, persuadés qu'un œil les observait depuis l'intérieur. Vers 1919, la guerre terminée, un jeune photographe, René Guibert, reprit le local. Il ignorait la légende, les anciens du quartier se gardèrent bien de la lui raconter. Il remit l'endroit en état, repeignit les murs, installa du matériel plus moderne. L'atelier reprit vie. Les familles venaient s'y faire photographier. Comme autrefois, heureuses de renouer avec la tradition d'un portrait soigné. Mais peu à peu, des détails déroutants réapparurent. Une première cliente se plaignit d'une ombre étrange derrière son épaule. Un autre trouva son regard déformé, absent.
René mit cela sur le compte d'un défaut d'exposition. Pourtant, un soir, alors qu'il développait la photographie du marié, il remarqua dans le reflet du miroir de fond une silhouette immobile vêtue d'un manteau ancien. Il chercha l'origine du reflet. Rien dans la pièce. L'homme n'existait que sur l'image. Les jours suivants, il fit des tests, photographiant des objets, des murs nus, des natures mortes. Toujours, dans un coin de la plaque, revenait la même ombre humaine. La rumeur se répandit. Certains disaient que le fantôme du photographe disparu hantait les lieux. D'autres affirmaient que les murs eux-mêmes avaient conservé les silhouettes de tous ceux qui avaient posé là. René finit par explorer la cave. Sous une dalle disjointe, il découvrit une boîte métallique contenant des plaques anciennes. Sur la première, datée de 1912, apparaissait Étienne Vallon, debout près de son appareil, le regard fixe. Derrière lui, dans l'ombre, se tenait l'homme au manteau. Les autres plaques montraient des scènes similaires. Famille, couple, enfants, tous accompagnés de la même présence discrète. René sentit son sang se figer. À partir de cette nuit, il rêva de lui. Le rêve revenait sans cesse. Il se trouvait dans la chambre noire, développant une image qui se révélait peu à peu. L'homme s'y avançait lentement, pas après pas, jusqu'à sortir du cadre. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, persuadé qu'une silhouette se tenait dans un coin de la pièce. Ces clichés devinrent de plus en plus sombres, envahis d'ombres mouvantes. La clientèle s'éloigna. Un jour, un antiquaire âgé, venu se faire photographier, observa longuement le tirage avant de pâlir. Il affirma avoir déjà vu ce visage, autrefois, dans un vieux daguerréotype parisien. Il prétendit qu'il s'agissait d'un homme qui volait les reflets. Le lendemain, René Guibert ferma son atelier. On ne le revit plus. Les années passèrent. Le lieu fut de nouveau abandonné. Les vitres se fondirent, les murs s'effritèrent. Mais les habitants évitaient toujours de s'en approcher. Certains disaient que, la nuit, on entendait un bruit de déclencheur, comme si une main invisible prenait encore des photos. En 1938, un journaliste parisien, Maurice Catin, passionné de phénomènes étranges, découvrit par hasard la légende du photographe disparu. Il se rendit à Saint-Omer, visita l'atelier en ruine et prit lui-même des clichés du lieu. Il voulait publier un article intitulé « Le mystère de la lumière figée ». Les photos furent développées à Paris. Sur la dernière, entre les débris et la poussière, apparaissait un homme en manteau sombre, debout au fond de la pièce. Maurice crut d'abord à un reflet de son assistant, mais l'homme portait un vêtement d'un autre siècle. L'article parut au début de 1939 dans un petit magazine spécialisé. L'image fit sensation. Certains lecteurs furent fascinés, d'autres effrayés. Les plus curieux vinrent examiner la photographie de près et jurèrent voir le regard de la silhouette se tourner imperceptiblement vers eux. Maurice Catin reçut des dizaines de lettres, parmi elles, une enveloppe sans expéditeur contenant une copie modifiée de sa propre photo. Sur celle-ci, la silhouette semblait s'être avancée de quelques pas. Les semaines suivantes, le journaliste sombra dans une angoisse muette. Il évitait les miroirs, refusait d'utiliser son appareil. Il rêvait de couloirs de verre et de visages suspendus dans la lumière. Un matin d'avril, on le retrouva sans vie, son appareil braqué sur lui. Sur la pellicule, un seul cliché, son autoportrait, et derrière lui, à portée de main, la figure sombre, toujours la même. L'affaire fut étouffée. Le magazine cessa de paraître peu après, mais des copies de l'article circulèrent sous le manteau. Pendant la guerre, les soldats qui tombaient sur ces images prétendaient y voir des présages de mort. Après 1945, l'histoire reparut dans les milieux ésotériques. On parlait de la malédiction du cliché Vallon. En 1970, un collectionneur nommé André Roche, passionné de photographies anciennes, racheta plusieurs plaques issues de l'atelier. Il vivait seul, entouré de cadres et de négatifs. L'image de l'homme des portraits devint le centre de sa collection. Il l'exposa dans son salon, sous un verre épais. Au début, il s'agissait pour lui d'une curiosité historique. Mais peu à peu, quelque chose changea. Il affirmait que les plis du manteau bougeaient légèrement selon la lumière du jour, que les yeux semblaient suivre ses pas. Ses amis le prirent pour un excentrique. Pourtant, ceux qui visitèrent son appartement dirent ressentir un malaise indéfinissable. L'air y semblait plus froid, le silence trop dense. André Roche devint obsessionnel. Il mesurait les ombres, photographiait chaque changement, tenait un journal précis de ses observations. Il notait que la figure se rapprochait, millimètre après millimètre, à chaque développement successif. Un restaurateur d'art, venu l'aider à nettoyer le tirage, constata que la matière du papier semblait se renouveler d'elle-même, comme si l'image se régénérait. Il conseilla à Roche de s'en séparer. Mais celui-ci refusa.
Quelques semaines plus tard, le restaurateur mourut d'une crise cardiaque inexpliquée. L'histoire refit surface dans un article d'art contemporain. On y retraçait la lignée de la photographie. Étienne Vallon, disparu. Alaric Dorn, l'inventeur supposé. Catin, mort dans des circonstances étranges. Et maintenant Roche, vivant reclus. L'article attira l'attention d'une jeune chercheuse, Claire Delma, qui préparait une thèse sur la mémoire des images. Fascinée, elle contacta le collectionneur. Quand elle entra chez lui pour examiner le cliché, elle fut frappée par l'atmosphère du lieu. Le tirage trônait seul au mur, dans un cadre doré. L'homme du portrait semblait presque respirer. Claire nota les dimensions, les teintes, la granulation. Elle écrivit dans son carnet que la photo semblait consciente de sa propre existence. 3 jours plus tard, elle développa les clichés qu'elle avait pris du tableau. Sur la dernière image, la silhouette apparaissait entre elle et Roche. Elle voulut lui montrer la découverte. Lorsqu'elle retourna chez lui, la porte était close. On retrouva le collectionneur étendu au sol, son appareil brisé. Sur la pellicule, son visage figé dans la peur. La photographie disparut décelée quelques jours plus tard. Pendant des décennies, on ne parla plus du cliché Vallon. Il erra dans des collections privées, puis réapparut brièvement dans un inventaire d'archives en 2004. Un employé, Marc Hainaut, le numérisa pour le classer. Le soir même, en consultant l'image sur son écran, il crut voir un léger mouvement du manteau, une vibration de la lumière autour du visage. Le lendemain, le serveur de la base de données tomba en panne. Lorsque le système fut relancé, la photographie s'était dupliquée dans des centaines de fichiers. Portraits d'identité, images de presse, photos récentes. Dans chacune, la même silhouette apparaissait au fond du cadre. On parla d'un virus informatique, d'un bug visuel. Hainaut ne revint jamais au travail. Depuis, l'image circule librement sur Internet. On la retrouve dans des selfies, des images de vidéosurveillance, des vues satellites. Toujours floues, toujours là. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular collectif, d'autres d'un phénomène optique. Mais ceux qui ont étudié les pixels de près affirment que la figure n'est jamais identique. Elle se déplace lentement d'une version à l'autre, comme si elle progressait encore vers nous. La légende s'était répandue comme une brume à travers les décennies. Les historiens la rangeaient parmi les curiosités photographiques, les sceptiques y voyaient un canular ancien, et les passionnés de mystère l'évoquaient avec la ferveur des initiés. L'homme des portraits, disait-on, n'appartenait plus à un temps précis. Il apparaissait là où l'image cherchait à se souvenir. Certains affirmaient que sa présence était le prix de la mémoire visuelle, l'ombre nécessaire pour que la lumière conserve les formes. Au fil des années, le mythe se confondit avec la technique. Les étudiants en photographie apprenaient à reconnaître sa silhouette comme un motif d'illusion optique, un simple artefact de superposition. Pourtant, chaque génération comptait un témoin affirmant l'avoir aperçu. Dans les laboratoires universitaires, dans les musées, sur les écrans numériques, il revenait, parfois à peine perceptible, parfois net comme un visage humain. Au début des années 2000, lorsque les archives furent massivement numérisées, son empreinte se répandit plus vite. Les fichiers copiés, partagés, compressés portaient en eux une trace infime de sa présence, comme une poussière digitale. Des techniciens racontaient que certaines images anciennes semblaient vives après leur transfert, se modifiant à peine, comme si la lumière enregistrée se souvenait encore de ce qu'elle avait vu. C'est dans ce contexte qu'un chercheur indépendant, passionné d'histoire visuelle, découvrit l'existence du dossier Vallon. Il travaillait tard dans un bureau isolé, au milieu de serveurs ronronnants. Son projet portait sur la restauration numérique des clichés du début du XX siècle. Il ouvrit un jour un fichier anodin, une photo de studio datée de 1912, identifiée comme « Portrait de famille Saint-Omer ». Ce qu'il vit d'abord ne l'intrigua pas. Une composition typique de l'époque, un père droit, une mère rigide, 2 enfants figés. Puis, au bord gauche du cadre, une ombre. Il zooma par habitude, cherchant un défaut. La silhouette prit forme. Un homme, immobile, vêtu d'un manteau noir, tourné à demi vers le groupe. L'image vibrait d'une étrangeté muette. Le chercheur nota la référence, voulut passer à la suivante, mais revint sur celle-là. Quelque chose dans ce regard flou semblait l'interpeller. Les jours suivants, il consulta d'autres clichés du même lot. L'homme revenait, parfois au fond d'un miroir, parfois derrière un rideau. Toujours à la même distance, toujours le même port de tête. Il pensa à une série manipulée, une blague d'époque. Mais les métadonnées confirmaient l'authenticité. Prise entre 1902 et 1912, différentes familles, différents lieux. L'ombre, elle, demeurait identique. La curiosité se transforma en obsession. Il chercha le nom du photographe, Étienne Vallon.
Un dossier d'archives mentionnait sa disparition inexpliquée. Le chercheur lut les notes d'époque, les coupures de presse, les correspondances. Tout convergeait vers cette figure d'un autre âge, Alaric Dorn, le photographe maudit. À mesure qu'il lisait, les frontières entre la légende et le réel s'effaçaient. Il découvrit que certains clichés d'après-guerre contenaient la même présence. La chronologie devenait impossible. Le soir, seul dans la salle plongée dans la lumière bleue des écrans, il croyait percevoir, dans le reflet de la vitre, un mouvement derrière lui. Rien qu'une ombre passagère. Il se persuada que c'était la fatigue. Mais chaque nouvelle image numérisée semblait altérée par une vibration subtile. Les contrastes changeaient, le fond s'assombrissait. Dans les pixels les plus denses, il distinguait la même silhouette. Un jour, il téléchargea la version haute résolution du fameux cliché d'Étienne Vallon. Le fichier portait un poids précis, 6,66 mégaoctets. Détail insignifiant, pensa-t-il, mais suffisant pour troubler son esprit rationnel. Il ouvrit l'image et agrandit la zone centrale. Sur la table de l'atelier, on distinguait un carnet ouvert. Il augmenta la luminosité, fit apparaître quelques lettres, puis des mots entiers. La phrase semblait s'adresser directement à lui. Celui qui contemple la lumière finit par être vu. Il resta immobile, les yeux fixés sur l'écran. Le texte ne figurait dans aucune autre version connue. Il ferma le fichier, redémarra son poste. Mais au redémarrage, le fond d'écran du système avait changé. C'était la photographie d'Étienne Vallon, légèrement différente. L'homme au manteau s'y tenait désormais plus proche, presque au centre. Le chercheur sentit une angoisse nouvelle s'installer. Ses collègues remarquèrent son comportement étrange. Il évitait les fenêtres, couvrait la webcam de son ordinateur, éteignait la lumière dès qu'il restait seul. Dans son carnet, il nota que certaines images semblaient se propager sans action humaine. Des dossiers se multipliaient automatiquement, contenant tous la même photographie, avec des variations minimes. Dans certaines, l'homme tournait légèrement la tête, dans d'autres, il semblait avancer vers l'avant du cadre. Les nuits devinrent impossibles. Le bourdonnement des serveurs ressemblait à un souffle régulier, presque humain. Chaque fois qu'il éteignait les écrans, il voyait dans la pénombre la lueur d'un objectif imaginaire. Il commença à apercevoir le cliquetis d'un obturateur inexistant, ce petit bruit sec qui annonce qu'une image vient d'être prise. Il tenta de rationaliser. Les fichiers corrompus pouvaient créer des images fantômes. Les erreurs de compression ajoutaient des artefacts, des ombres. Pourtant, son instinct refusait ces explications. Il avait le sentiment qu'une présence utilisait les images pour voyager, comme si la lumière elle-même avait appris à se souvenir. Un soir, il resta tard pour archiver le travail de la semaine. Il entendit le ventilateur des serveurs s'arrêter un court instant, puis reprendre avec un sifflement plus grave. L'écran principal afficha brièvement une lumière rouge avant de se figer sur le cliché de 1912. La silhouette s'y tenait, désormais à moins d'1 mètre de l'objectif. Son visage, autrefois flou, s'était précisé. Le chercheur sentit son cœur battre plus vite. Il voulut fermer le programme, mais le curseur refusa de bouger. Le ventilateur s'arrêta de nouveau. Le silence devint total. Alors, dans la vitre du moniteur, il crut apercevoir son propre reflet et derrière lui, une autre ombre. Le verre semblait vibrer. Il fit un pas en arrière. Le bruit d'un déclencheur retentit. Le lendemain, ses collègues trouvèrent la pièce vide. L'ordinateur était allumé. Sur l'écran, une seule image, le bureau désert, la chaise reculée. Et, dans l'ombre, un homme en manteau sombre observant l'objectif. L'incident fut classé comme une défaillance technique. Le disque dur, cependant, contenait des centaines de copies de la même photo, toutes datées de minutes différentes, chacune légèrement altérée. Sur la dernière, la silhouette semblait se pencher vers la caméra. Après cet événement, l'accès aux archives numériques fut restreint. Mais les copies déjà enregistrées continuèrent de circuler. Sur les forums spécialisés, on commença à parler d'un virus Vallon. Des utilisateurs affirmaient que l'image apparaissait spontanément dans leur dossier, parfois même dans leurs photos personnelles. Certains disaient qu'en zoomant au maximum, on pouvait voir, dans le reflet des yeux de l'homme, un écran d'ordinateur et la silhouette d'une personne assise devant. Les témoignages se multiplièrent. Des influenceurs publièrent des vidéos affirmant avoir capturé des anomalies en filmant leurs écrans. D'autres racontaient que leurs appareils se déclenchaient seuls la nuit. L'affaire devint virale. On s'amusa d'abord de la coïncidence, puis la peur s'installa. Des photographes amateurs remarquèrent que leurs images présentaient toutes, à un moment ou à un autre, une ombre humanoïde floue, parfois dans un miroir, parfois dans le fond d'un paysage. Les scientifiques tentèrent d'analyser le phénomène.
Des experts en imagerie numérique parlèrent d'une contamination algorithmique, un motif visuel répliqué par erreur dans les matrices de compression. Mais aucun ne put expliquer pourquoi la silhouette semblait se modifier d'elle-même. Des tests en laboratoire montrèrent que chaque nouvelle génération de copies accentuait la présence du manteau sombre, comme si la figure s'adaptait au support moderne. Une hypothèse circula. L'homme des portraits n'était plus une entité physique, mais une forme de conscience imprimée dans la lumière elle-même. Il n'apparaissait pas pour être vu, mais pour voir. Il observait le monde à travers chaque image prise depuis un siècle. Au fil des mois, le chercheur disparu devint à son tour une légende. Son nom rejoignit celui d'Étienne Vallon et d'Alaric Dorn dans la lignée des hommes qui avaient voulu capturer l'âme. On disait que le regard s'était confondu dans le même reflet. Aujourd'hui encore, certains prétendent que chaque appareil photo porte une infime trace de leur œuvre. Un algorithme caché, un motif rémanent, une poussière de mémoire. Les ingénieurs de certaines marques ont remarqué qu'en photographiant un miroir dans l'obscurité, il arrive qu'une ombre se forme sans source identifiable. Une forme verticale, immobile, au manteau noir. Dans les cercles d'historiens de l'image, une rumeur plus inquiétante circule. Une intelligence artificielle d'analyse visuelle aurait détecté une récurrence du même visage dans des millions de photos publiques à travers le monde. Le logiciel aurait calculé que cette silhouette apparaît en moyenne toutes les 312 images publiées sur les réseaux. La société ayant conduit l'étude aurait interrompu ses recherches sans explication. Certains disent que le phénomène s'amplifie. Les caméras modernes, capables de voir dans le noir, enregistrent parfois des lumières parasites, des ombres à forme humaine se tenant à la limite du cadre. Les experts parlent de reflets, mais plusieurs opérateurs affirment que ces silhouettes bougent lentement entre les prises, comme si elles cherchaient à franchir le seuil. Personne ne sait s'il s'agit d'un simple effet psychologique ou de quelque chose de plus ancien. Pourtant, un détail demeure constant, la posture. L'homme ne se détourne jamais de l'objectif. Son regard traverse le verre, le temps, la matière. Certains croient qu'il ne cherche plus à apparaître, mais à se souvenir, qu'il porte en lui la mémoire de tous ceux qui l'ont vu. Peut-être qu'il n'est plus qu'un écho, une trace rémanente de la première lumière fixée sur la plaque d'Étienne Vallon. Et quand on regarde attentivement un vieux portrait, il arrive qu'on sente cette présence silencieuse, cette tension subtile dans le cadre. Une impression d'être observé à travers le temps. Ce n'est pas la peur qui s'impose alors, mais une forme d'étrange familiarité, comme si l'image savait déjà qu'on viendrait la regarder. La lumière garde tout. Elle ne ment pas. Elle se souvient des visages, des gestes, des regards. Et quelque part, dans chaque photographie jamais prise, un homme au manteau sombre continue de veiller, immobile, à la lisière du cadre, attendant simplement qu'un autre regard croise enfin le sien.